plaisir d'accueillir Athéna Koustenis, qui est directrice de recherche CNRS au LESIA, un laboratoire de l'Observatoire de Paris. Bon, résumer la carrière d'Athéna Koustenis, c'est pas possible de la résumer, mais ceux d'entre vous qui la connaissent savent qu'elle est spécialiste en astrophysique, planétologie, l'exploration du système solaire, et on peut citer dans les grands jalons la mission Cassini-Huygens, avec laquelle tu as lancé ta carrière, si on peut dire des choses comme ça, et puis ça continue encore maintenant avec JUICE, j'imagine, dans laquelle où tu es impliqué. Et donc actuellement, Athéna est présidente du CERES, du CNES, donc le comité d'évaluation de la recherche et de l'exploration spatiale, présidente du panel de protection planétaire du COSPAR, donc elle nous en parlera ce soir, et puis aussi, je m'arrêtais à 3, hein, présidente de la division F de l'IAU, hein, qui concerne les systèmes planétaires et l'exobiologie. Donc, on est très heureux, Athéna, que tu aies accepté de donner ce webinaire. Et donc, je vais me taire et puis on va t'écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez au fur et à mesure les mettre dans le chat et puis je vous donnerai la parole après. Et puis on aura un temps de discussion comme d'habitude après la présentation d'Athéna. Merci beaucoup, Athéna. Merci beaucoup Hervé, merci à toutes et à tous d'être là cet après-midi, ce soir pour discuter un petit peu avec moi après cette présentation de ce qu'on appelle la protection planétaire et des directives de la politique donc du COSPAR sur la protection planétaire en ce qui concerne notamment l'exploration spatiale à la recherche des mondes habitables. Alors, j'ai ma photo qui apparaît sur mes slides, donc je vais couper la vidéo. J'espère que vous m'entendez toujours bien et on va commencer donc cette exploration ensemble. On va démarrer oui? Excuse-moi, c'est pas possible que tu mettes quand même ta photo parce qu'après, c'est quand même plus agréable de devoir parler, de la décaler ou Alors attends, je la remets et puis moi ouais. je connais mes diapos donc c'est pas grave. Que c'est Ça va? plus agréable. Enfin oui, c'est plus agréable quand même de voir Ça va la comme personne. ça? Oui, oui, là, pour nous, c'est très bien. Donc pour toi, si ça D'accord. ne t'aide pas, C'est c'est. c'est pas un problème, hein. Moi je connais Bon, les diapos donc il y a pas de souci. merci. Voilà. Tu me dis si pour vous c'est OK. Oui, Donc, c'est parfait. voilà, parfait. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler effectivement de l'un des objectifs les plus importants de l'exploration spatiale, qui est en fait la recherche de la vie par l'humanité, de la vie actuelle ou de la vie passée. Et cette quête, hein, si l'on peut dire, est vraiment étroitement liée également à une meilleure compréhension de nos origines et de notre évolution, hein, dans notre système solaire. Et la seule planète sur laquelle nous avons déterminé la présence de la vie aujourd'hui, c'est bien entendu la nôtre, la Terre. Comme disait mon ami Carl Sagan, on a détecté la vie sur la Terre. Pour la vie intelligente, on repassera, mais la vie en tout cas, elle y est. Alors, je mets d'office sur la table le postulat que toute planète habitée n'est pas est habitable, mais une planète habitable n'est pas forcément une planète habitée. Donc, nous allons parler de ce qu'on entend par planète habitable et de ce que c'est l'habitabilité. Donc, l'habitabilité est la capacité qu'a une planète ou un satellite ou tout autre objet céleste, en fait, de voir se développer et se maintenir la vie. C'est la mesure, en fait, selon laquelle un environnement est adapté pour y vivre. Alors, je limiterai mon exposé d'aujourd'hui à la perspective et à la perception de l'habitabilité planétaire d'un astrophysicien, du point de vue d'un astrophysicien, ce qui signifie que je ne recherche pas forcément la vie, mais que j'essaie de déterminer le potentiel d'une planète ou d'un satellite naturel à développer et à maintenir la vie. Alors, l'existence de la vie au-delà de la Terre est actuellement donc incertaine, donc en grande partie l'habitabilité planétaire est une extrapolation des conditions sur Terre et des caractéristiques de notre étoile, qui est donc le Soleil, et du système solaire et de sa formation, qui semble favorable à l'épanouissement de la vie. Alors, largement inspiré de ce schéma que vous voyez, des travaux de Kevin Hand et d'autres collègues,
nous pouvons poser les critères d'habitabilité comme, par exemple, des larges étendues d'eau liquide, des conditions favorables à l'assemblage de molécules organiques complexes, les nutriments, les fameux SNOPS, avec les 6 éléments les plus abondants sur Terre, des sources d'énergie pour maintenir en fait le métabolisme sur des longues périodes de temps. Et pour cela, il nous faut aussi un environnement stable. Alors, dans cette quête, il y a beaucoup d'agences spatiales qui se sont positionnées, qui se positionnent encore aujourd'hui avec des missions ambitieuses qui explorent en priorité, bien entendu, nos voisines les plus proches, Mars et la Lune, pour ce qui est de la recherche de vie présente ou passée. Alors, pratiquement toutes les missions passées, actuelles ou futures dans le système solaire sont pertinentes pour la quête d'environnement habitable, même celles qui ont comme objet d'étude notre Soleil. De nombreuses missions planétaires dans la flotte actuellement en opération, qui est illustrée ici, par différentes agences spatiales, nous apportent donc des informations sur divers objets qui entourent, qui sont dans le voisinage solaire. Et en particulier, il y a eu par le passé, il y a encore aujourd'hui, il y aura à l'avenir beaucoup avec Mars comme cible principale. Vous ne serez pas étonnés, mais pas seulement pour chercher la vie, mais nous apprenons aussi plein de choses à côté de ça sur l'évolution et l'origine de notre planète. Et tout ça, ça peut aller jusque dans le système solaire externe parce que, comme vous le savez tous, la zone d'habitabilité, qui était au départ cette bande bleue que vous voyez ici sur ce schéma, s'est étendue dans le système solaire externe après avoir fait la découverte de la présence possible d'eau liquide et des autres critères d'habitabilité que je mentionnais avant autour des planètes géantes, notamment les planètes géantes gazeuses Jupiter et Saturne, avec leurs satellites, effectivement, qui nous ont été révélés par les missions Galileo et Cassini-Huygens, dont a parlé Hervé tout à l'heure, et notamment avec les satellites glacés qu'on trouve comme Europe et Ganymède autour de Jupiter et Titan et Encelade autour de Saturne. Donc, de plus, il a été démontré par ces missions spatiales que ces corps ont une chimie organique assez active et des sources d'énergie. Et ainsi, l'exploration de notre système solaire à la recherche de mondes habitables a été étendue jusqu'à sa périphérie, dans ce qu'on appelle les habitats profonds et pas seulement les habitats surfaciques, puisque l'eau n'est plus maintenant cherchée uniquement au niveau de la surface. Alors, pour parler tout d'abord du système solaire interne, on sait que la Terre est donc un monde habitable puisque nous l'habitons. Et la Terre possède en effet ces caractéristiques avec de l'eau liquide sous différentes formes dans l'atmosphère et à la surface, de la tectonique des plaques. C'est un mécanisme qui permet en fait à la Terre de dissiper sa chaleur interne vers la surface et qui constitue par conséquent un signe de la présence d'activité interne et donc de sources d'énergie. Et en plus, elle est entourée d'un champ magnétique qui est très important, qui dévie les particules du vent solaire, protégeant ainsi la vie. Nous avons aussi dans le système solaire ce qu'on appelle les planètes terrestres, Terre, Vénus et Mars, qui sont montrées ici à l'échelle, qui avaient sûrement des atmosphères primitives comparables au départ, mais des destins très différents. On pense que ceci est le résultat de l'effet, d'une part, des conséquences d'un effet de serre et aussi du rôle qu'a joué l'eau dans l'évolution de ces planètes. Donc, vous connaissez tous l'effet de serre, mais ce réchauffement que cet effet de serre produit, il y a par la suite l'intervention du rôle des formes différentes de l'eau, où par exemple sur Vénus, l'eau au départ c'est gazeux, donc avec un effet de serre qui s'amplifie, on arrive aujourd'hui à des températures de 460 degrés Celsius. Sur Terre, l'eau liquide a conduit à CO2 étant piégé dans les océans. Donc un effet de serre modéré avec une température constante autour de 20 degrés aujourd'hui à la surface de notre planète. Et sur Mars, qui est une planète peu massive, donc avec une atmosphère très ténue, une faible activité interne, l'effet de serre qui a disparu et à ce moment-là, la température sur Mars est de moins 40 degrés Celsius.
Alors, pour investiguer ces effets et le rapport à notre planète, on a besoin de la protection planétaire. Donc, qu'est-ce que c'est alors cette protection planétaire et quel est son cadre? Alors, un petit peu d'histoire pour dire qu'en 1958, il y a eu un rapport qui a été rédigé par un sous-comité du Conseil international pour la science, le ISC comme on l'appelle aujourd'hui, qui fournit un guide de conduite relatif à la protection planétaire et qui recommande que le COSPAR, nouvellement formé à l'époque, le Comité pour la recherche spatiale, prenne la charge de faire appliquer les règles de protection planétaire. Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, le COPUOS, que vous connaissez, créé en décembre 1958 au sein des Nations Unies. Et en 1964, le COSPAR définit une première série d'objectifs quantitatifs à respecter. Les règles donc de la protection planétaire sont pour la première fois appliquées, c'est quelque chose que j'ai appris moi aussi. Je savais que c'était pour des missions lunaires, mais c'était au programme Ranger de la NASA. Donc, ces règles, qui sont très importantes, sont formalisées dans l'article 4 du traité de l'espace extra-atmosphérique rédigé en 1967. Alors, le COSPAR, vous connaissez tous, hein, est un groupe scientifique international qui a comme but d'organiser des travaux scientifiques en relation avec l'exploration spatiale et essentiellement permettre et faciliter l'échange des résultats, des informations, des opinions en constituant un forum ouvert à tous les scientifiques et tous les experts travaillant dans l'espacial. Vous avez ici le site web du COSPA où vous pouvez trouver les 8 commissions, 10 panels et les 2 task groups qui le composent. Alors, je vous parlais tout à l'heure du traité de l'espace, l'OST, mais la base légale vraiment et les objectifs de la protection planétaire ont été établis par l'article 9 de ce OST, complémenté par l'article 6. Alors, qu'est-ce que c'est que ces articles 9 et 6? L'article 9, c'est pour dire que les signataires de ce traité, 114 aujourd'hui, font des investigations dans l'espace extra-atmosphérique, mais il faut qu'ils fassent vraiment attention à faire cette exploration de manière à éviter toute contamination nocive, ainsi que les modifications néfastes de l'environnement terrestre, qui résulteraient de ce qu'on ramène de cet espace extra-atmosphérique. L'article 6 qui complémente cela, c'est très très important aussi parce qu'il dit que toutes les activités qui sont menées par les agences gouvernementales, ça c'est la NASA, l'ESA par exemple et les agences nationales, ou par des entités non gouvernementales, ça c'est le secteur privé, doivent veiller à ce que ces activités soient menées dans la conformité des dispositions annoncées par l'OST. Alors, les activités du secteur privé et de l'industrie, et pour la Lune et tous les autres objets célestes, nécessitent une autorisation et une supervision continue de la part de l'État qui fait partie du traité continu. Et donc, l'un des principaux sujets, hein, qui est donc effectivement cette exploration externe, a été confié à l'un des comités du COSPAR, c'est le panel de la protection planétaire, le PPP, qui remplit cette fonction depuis maintenant un moment et qui a été reconstitué en 2018. Je vous en dirai plus dans un moment, mais son objectif principal, c'est de développer, de maintenir et de promouvoir en fait cette politique du COSPAR et les directives associées pour la référence des nations spatiales et pour guider donc effectivement le respect du traité OST. Le traité donc, est ratifié aujourd'hui, comme je vous le disais, par 114 nations et la politique en question est mise en place pour effectivement s'assurer que la conduite des enquêtes scientifiques sur des objets célestes et d'autres environnements pour la recherche d'éventuelles formes de vie extraterrestres, précurseurs et restes d'ailleurs de cette vie, ne doit pas être compromise. Et de plus, la Terre doit être protégée du danger potentiel que représente la matière extraterrestre qu'on aurait ramenée dans un vaisseau spatial revenant de ce type de mission, de retour d'échantillons. Mais je voudrais quand même souligner que la politique du COSPAR est toujours basée sur les connaissances scientifiques les plus récentes
et s'efforce de permettre une exploration durable et sûre en tenant compte des dernières découvertes. Nous communiquons et nous échangeons au sein de ce panel lors de nos rencontres avec les agences spatiales et la communauté scientifique et bien sûr le secteur privé. Donc, notez que ce n'est pas le but du panel de préciser les moyens par lesquels cette adhésion à la politique est maintenue. Ceci est réservé vraiment aux ingénieurs de l'organisation responsable de la mission planétaire, mais il faut démontrer que le respect des exigences de la protection planétaire du COSPAR a été certifié par l'autorité nationale ou internationale d'ailleurs responsable vis-à-vis du traité. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre site web tout de suite pour plus d'informations détaillées à ce sujet. Mais je voulais vous présenter le panel de la protection planétaire du COSPAR, que effectivement je préside avec comme vice-président Niklas Edman, qui est un avocat. La première chose qu'on fait quand on s'occupe de la protection planétaire, c'est de prendre un avocat. Non, Niklas Edman était en fait jusqu'à il y a très peu de temps directeur de l'UNUSA aux Nations Unies et c'est un avocat spécialisé en loi de l'espace et politique. Et Peter Doran, qui est un scientifique à l'Université de Louisiane. Et vous voyez ici que le panel actuellement est constitué de 26 membres, où nous avons 12 membres qui sont désignés par des agences spatiales, et d'une part, et d'autre part, lors de la reconstitution du panel, je demandais à ce que les représentants des agences spatiales soient accompagnés par un nombre égal d'experts et de scientifiques que vous voyez ici à droite, représentant aussi différents pays. Et pour ce qui est des agences spatiales, vous voyez que nous avons toutes celles majeures et toutes celles qui envoient effectivement, que ce soit des missions spatiales ou des instruments dans l'espace, comme vous voyez ici, le Canada, la Chine, l'ESA, la NASA, l'Inde, le Japon. Nous avons eu aussi la Russie, mais qui est actuellement absente de nos conversations, les Émirats arabes unis, et la NASA, bien sûr. Et nous avons aussi des agences nationales comme celle de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie. Alors, vous les voyez ici, ces agences spatiales qui sont représentées hein, pour les différentes entités, les différents pays. Nous avons aussi régulièrement dans nos conversations et dans nos meetings des représentants de l'industrie et notamment SpaceX et Blue Origin qui viennent nous décrire leur programme. Ces agences spatiales, quand ils viennent à nos meetings, ils font effectivement état de toutes les missions spatiales qu'ils envoient et qui nécessitent effectivement des mesures de protection planétaire pour être appliquées. Et parfois, on nous demande au panel d'intervenir pour leur dire si les mesures qu'ils ont prises sont adéquates. Donc, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité d'échanger avec la communauté scientifique et aussi avec ces agences spatiales et d'autres entités lors de nos réunions qui comportent des parties publiques et ouvertes à tout le monde et aussi des assemblées générales du COSPA. Et notamment, on entretient des liens très étroits avec d'autres organismes compétents de par le monde comme par exemple le comité COP, Committee on Planetary Protection de la National Academy of Sciences des US. Et effectivement, on a un dialogue actif avec le secteur privé. Et nous organisons donc ce type de meeting que vous voyez ici, par exemple. Le plus récent, c'était ce workshop inaugural international à Londres cette année, au mois d'avril, sur 4 jours où on a discuté de plusieurs activités, des expériences, tout ce qui concerne effectivement l'habitabilité, l'exploration humaine et robotique, et en allant encore plus vers l'avant, des nouvelles technologies qui permettent de pratiquer la protection planétaire. Il y avait à peu près 100 personnes sur place et 100 personnes en ligne. 17 agences spatiales représentées, 40 institutions académiques et de recherche et 12 représentations du côté du secteur commercial.
Alors, parce qu'on va parler de catégories, je vous rappelle ici les catégories en protection planétaire. Il y a différentes catégories qui vont de la catégorie 1 à la catégorie 5, avec la 5 étant la plus contraignante, et ça reflète le niveau d'intérêt et de préoccupation quant au fait que une mission spatiale puisse contaminer l'endroit où il se passe, où ces investigations ont lieu, et mettre en danger la Terre. Ces catégories et les exigences associées dépendent effectivement des combinaisons entre la cible, l'environnement qu'on veut étudier, et le type de mission. Et vous voyez ici, par exemple, en catégorie 1, ce risque est très bas, ça concerne les astéroïdes, les petits corps. La catégorie 2, ça concerne les objets où on pense qu'il pourrait y avoir effectivement un intérêt pour étudier les processus de l'évolution chimique et de l'origine de la vie, mais où il n'y a vraiment pas une chance importante pour que la contamination puisse compromettre des investigations futures ou que la vie existe à cet endroit aujourd'hui. Il y a la catégorie 3 à 5 que je vais détailler par la suite, où là, vraiment, le risque est beaucoup plus important et ça concerne Mars, les satellites de glace, par exemple, ou les lunes de Mars. Alors, les gens, ils me demandent, bon, alors, en quoi ça consiste, ces mesures? Alors, il y a différentes mesures. Là, je vous ai mis un extrait de ce qu'on trouve dans les standards qui sont donnés dans les tablettes de l'ESA et de la NASA. Vous voyez qu'il y a des procédures de stérilisation avec, par exemple, du peroxyde d'hydrogène ou de la haute température. On applique aussi aujourd'hui des mesures de radiation par UV pour stériliser. Il y a le processus de nettoyage de la charge utile et du vaisseau spatial. Et puis, il faut absolument mesurer la contamination biologique qui est portée par le vaisseau et qui se trouve aussi, par ailleurs, dans les chambres propres. Les chambres propres qui ont elles-mêmes une codification quant à qu'est-ce qu'on peut trouver comme charge biologique à leur intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait donc au COSPAR? Tout d'abord, je vais passer rapidement, mais vous pouvez trouver toutes les informations beaucoup plus détaillées dans les publications et sur le site internet de notre panel. On a regardé, il n'y a pas si longtemps que ça, la politique d'émission vers les petits corps. Les astéroïdes que je vous disais tout à l'heure se retrouvent en catégorie 1 ou 2, et les comètes, qui représente une grande classe d'objets pour lesquels on a trouvé que finalement, imposer des contrôles avancés de contamination n'est pas justifié, sauf s'il y a un cas particulier qui est porté à notre attention. Et donc, ayant pris en compte aussi un rapport très récent du COP, vous vous rappelez le comité sur la protection planétaire de la National Academy of Sciences, on a décidé qu'il n'était pas actuellement nécessaire de modifier la politique sur les petits corps du système solaire, et ceci a été publié en 2023 dans l'article que vous voyez ici. Alors, pour ce qui concerne la Lune, ça a été beaucoup plus compliqué. On a commencé toute une étude et une discussion en 2019. Et on a discuté avec les agences spatiales. Ça n'a pas été d'une évidence pour les mettre toutes d'accord. Il y en a qui voulaient qu'on relaxe les exigences et pour l'exploration. Et il y avait d'autres qui demandaient au contraire qu'on les accentue, notamment pour protéger ce qu'on appelle les régions d'ombre permanentes, les Permanently Shadowed Regions, et les pôles la Lune, on peut encore trouver de l'eau. Et aussi, bien entendu, il y a un intérêt pour l'évolution chimique et le transport de différents composants à travers la surface de la Lune, ou la très très basse et très ténue atmosphère. Et finalement, nous avons opté pour garder en catégorie 2 toutes les missions lunaires qui sont des orbiteurs ou des survols, où tout ce qu'on demande, c'est un inventaire de l'organique porté par la mission, mais pas complet, c'est-à-dire qui reste limité aux produits organiques susceptibles d'être rejetés par le système de propulsion de la mission quand elle atterrit.
Ça, c'est la nouvelle catégorie 2A pour les missions lunaires aussi, qui ont un atterrissage. Par contre, pour les atterrisseurs sur la Lune qui vont plutôt vers les Permanently Shadow Regions ou au pôle, là, on a une nouvelle catégorie qui demande de fournir une documentation de protection planétaire d'un inventaire organique complet et de prendre des mesures pour ne pas effectivement contaminer ces endroits que vous voyez ici où il y a des missions qui ont atterri. Et nous sommes donc en contact avec les Chinois ou les Indiens qui, pour le moment, se sont approchés le plus des pôles. Alors, ça ne peut-être vous a peut-être pas échappé qu'il y avait effectivement quelques publications qui mentionnait la possibilité d'avoir les nuages de Vénus comme étant des sites potentiellement favorables à l'émergence de la vie et des organismes vivants. On sait très bien que notre voisine aujourd'hui présente des conditions très hostiles, même si au départ avait commencé avec une composition atmosphérique semblable à celle de la Terre. Mais l'effet de serre hors contrôle l'a empêché de devenir un possible habitat. Il y a quand même un intérêt scientifique très fort pour l'objet lui-même et son évolution qui nécessite quand même de ne pas contaminer l'environnement, mais pas de risque de présence d'organismes vivants, d'après une étude qu'on a fait avec le panel, qui a été publiée aussi en 2023 dans le LSSR que vous voyez ici, qui indique qu'en raison du faible niveau de l'eau dans les nuages de Vénus, avec une activité de l'eau inférieure à 0,6, et où les températures sont peut-être assez douces, mais avec cette faible activité de l'eau, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas s'y reproduire, même s'il y avait des nutriments disponibles et même s'il y avait une protection contre les radiations, l'acide sulfurique dans les nuages, etc. Donc, l'exploration de Vénus reste bien sûr très intéressante, mais pour ce qui est de la catégorisation en protection planétaire, nous restons en catégorie 2. Et pour cette raison, les futures missions orbitales, terrestres ou de sondes d'entrée sur Vénus ne nécessitent pas de mesures de protection planétaire supplémentaires. Ceci concerne, entre autres, les missions de la NASA comme Veritas et Da Vinci, ou Envision les a, avec des lancements prévus début de la décennie 2030. Et Envision en particulier, comme vous le savez, est une mission essentielle pour la communauté vénusienne, mais aussi dans laquelle les laboratoires français sont très impliqués avec le PI-CHIP de 2 instruments, le spectromètre UV et la radioscience. Alors, je vais maintenant sur Mars et ses lunes. Et bien sûr, Mars est aujourd'hui aride. Il possède tout de même, comme vous le savez, une fine atmosphère composée principalement de minuscules quantités, surtout de dioxyde de carbone, mais aussi d'azote, d'argon et des traces d'oxygène et d'eau. La pression moyenne à la surface de Mars n'est que de 7 millibars. Et ces conditions, bien sûr, de pression et de température ne permettent pas la présence d'eau liquide aujourd'hui à la surface. Alors, l'eau est surtout présente sous forme de glace qui est condensée au niveau des pôles nord et sud, mais la possibilité de la vie passée, ou encore pour certains encore actuels sur la planète Mars, reste une question ouverte. Et c'est pour ça qu'il y a eu de nombreuses missions spatiales, plus de 50, qui ont été lancées vers Mars avec un sujet plutôt mitigé, hein. Il y a eu des succès, des réussites et aussi des échecs. Et vous les voyez ici dans la ronde de missions que je vous présente avec un cercle jaune autour des plus récentes que je vais vous présenter dans un instant. Mais vous voyez ici cette distribution dans le temps des missions vers Mars avec les plus récentes ici à droite depuis 2018 par 9 nations différentes et qui contribuent à l'exploration de la planète rouge, bien sûr. Mais les objectifs ont aussi un petit peu évolué. Vous voyez ici avec le suivi de la recherche pour l'eau, l'exploration de possibles sites habitables et la recherche de la vie, et puis toujours cet intérêt pour les missions humaines à l'avenir. Et justement, en été 2020, il y a eu 3 missions spatiales qui ont été lancées vers Mars et sont arrivées en février 2021, parce qu'au même moment hein, que la NASA a lancé Perseverance, d'autres agences spatiales se sont jointes au voyage, comme la mission Hope des Émirats arabes unis,
et la chinoise Tianwen-1, qui observe la planète et apporte des informations, soit en orbite, soit alors depuis la surface, sur plein de caractéristiques de la planète. Il y a la recherche des liens entre la météo martienne actuelle et l'ancien climat de la planète. Il y a des études de son atmosphère, des études effectivement recherchant des preuves de vie actuelle ou passée. Et Persévérance, comme vous le savez, assemble des échantillons qu'elle stocke dans des tubes scellés pour une future mission qui les ramènera sur Terre pour une analyse plus détaillée. Toutes ces missions nous ont été présentées au panel et nous ont été décrites, notamment pour les mesures qui ont été adoptées pour ne pas contaminer ces environnements, qui présentent bien sûr un intérêt, comme on le sait, important, puisqu'on sait qu'il y a eu des découvertes d'étendues d'eau liquide enfouies à 1,5 km sous la glace dans la région polaire sud de Mars, et des réservoirs donc souterrains, peut-être contenant de l'eau, très salée puisqu'elle reste liquide à si basse température. Et puis, il y a eu aussi la fameuse recherche du méthane sur Mars avec des indications de sa présence par certaines missions, comme Mars Express et Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Puis par la suite, effectivement, il y a eu le rover Curiosity qui a effectivement suggéré cette présence de méthane sur Mars, dans l'atmosphère martienne. Mais même si la question se pose de savoir quelle est l'origine de ce méthane sur Mars, ExoMars, le Trace Gas Orbiter, qui sert d'ailleurs de relais pour Persévérance, n'a pas confirmé cette présence de méthane dans la haute atmosphère. Et donc, ça reste une question pour confirmer ou expliquer. Cela pourrait être dû à une activité volcanique ou hydrothermale, ou la non-détection pourrait s'expliquer par une chimie hétérogène qui le détruit. Il y a aussi la difficulté de l'interprétation des mesures faites par les différents instruments en présence d'autres gaz atmosphériques, mais le problème reste entier. Donc, qu'est-ce qu'on applique comme directive pour la protection planétaire? On applique donc une catégorie 3 qui impose des salles blanches d'un haut niveau de non-contamination, vous voyez là. Et on impose aussi une probabilité qui doit être inférieure à 10 puissance moins 2 pour les 20 premières années après le lancement, et aussi après le lancement, 5 10 puissance moins 2 pour les 20 à 50 ans suivants. On applique aussi des catégories après dans les sous-catégories de la catégorie 4 qui s'adressent au système d'atterrissage, qui transporte des instruments pour l'étude de vie martienne existante ou pour étudier la vie martienne passée. Et donc, ces catégories imposent une charge biologique inférieure à 3 10 puissance 5 spores. Ils imposent aussi une limite de charge biologique qu'on amène au niveau de la surface si on touche la surface avec les instruments, et sur les sous-systèmes qui sont impliqués dans l'acquisition, la livraison et l'analyse des échantillons qui sont utilisés pour la détection de la vie. Et le plus haut niveau, c'est pour les missions qui explorent les régions spéciales martiennes où les organismes terrestres sont susceptibles de se répliquer. Et donc, à ce moment-là, il y a des exigences de toutes les catégories supérieures et à un niveau plus strict de la charge biologique qu'on amène à la surface. Donc, pour les missions robotiques sur Mars, on a regardé de plus près toutes les connaissances qu'on avait jusqu'à présent, et nous avons issu un article, on a publié un article récemment qui s'intéresse surtout aux effets biocides, le modèle de transport et de la contamination, les conditions environnementales sur Mars. Je vais vous montrer ça dans un instant. Le retour d'échantillons par des missions martiennes comme la mission MMX de la JAXA qui va ramener des échantillons de Phobos, et des missions humaines vers Mars.
Alors, toutes ces connaissances que nous avons rassemblées dans cette publication, vous les trouverez dans l'article que je vous montre ici, concernant les 3 thèmes que je vous ai évoqués. Et c'est vraiment une revue extrêmement importante de qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir continuer l'exploration robotique de Mars à l'avenir, sans contaminer les endroits qu'on regarde. Pour ce qui est du retour d'échantillons, nous avons des missions spatiales comme MMX qui va être lancée en 2026 maintenant pour un retour d'échantillons de Phobos. La mission Mars Sample Return de l'ESA et de la NASA qui va retourner aussi des échantillons au début des années 30, et la mission Tianwen-3 de la Chine qui aussi pense pouvoir aller sur Mars et ramener des échantillons pareils dans la première, les premières 5 années de la prochaine décennie. Alors, la mission MMX qui a comme projet de clarifier les origines essentiellement des lunes de Mars et l'origine et l'évolution du système, on a dans ce cas-là discuté avec l'équipe de la mission MMX et nous avons assigné une catégorie de protection planétaire spécifiquement pour cette mission. Catégorie 3 en sortant, donc quand on va sur Mars, c'est le minimum. Et catégorie 5, retour terrestre sans restriction pour le retour des échantillons, parce que les études que vous trouverez dans la publication ici ont démontré qu'on ne ramène pas du matériau martien dans les échantillons de Phobos, donc il n'y a pas de risque de contaminer par ce matériau alien la biosphère terrestre. On me pose la question sur les missions humaines. Je vous adresse à cet article Spray et al. De 2024 dans la revue Astrobiologie qui fait la somme d'une série de 6 ateliers sur l'exploration future de Mars par des humains, qui s'est intéressé à 3 thèmes majeurs: la surveillance de la santé microbienne et humaine, les technologies et opérations de contrôle de la contamination biologique et le transport naturel de contamination biologique sur Mars, pour faire un rapport qui identifie en fait effectivement toutes ces connaissances qui nous manquent encore et priorise ces lacunes en matière de connaissances avec des suggestions comment les combler pour la protection planétaire à l'avenir avec un équipage. Et ça montre qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on ne connaît pas à l'avenir. Alors justement, à l'avenir, nous avons aussi quelque chose de très important. Je vous parlais tout à l'heure des futures missions martiennes robotiques. Il y a Rosalind Franklin, le rover, qui va faire des mesures sur des traces d'une vie passée dans une région qui s'appelle Oxyaplanum, qui est différente de J0 où est allée Persévérance. Il y a aussi le projet Mars Sample Return qui va ramener les échantillons acquis et cachés, si on peut dire, par Persévérance et qui seront retournés sur Terre avec le Earth Return Orbiter Aero fourni par l'ESA. Ces échantillons seront par la suite analysés dans des installations spécialisées par des scientifiques dans le respect le plus strict des règles de protection planétaire pour ne pas contaminer Mars d'une part et ne pas poser de risque pour notre biosphère au retour. Alors, cette catégorie-là, elle est montrée ici pour dire que les conteneurs qui contiennent ces échantillons vont être bien scellés et on va rompre la chaîne de contact avec Mars, c'est-à-dire qu'aucun matériel non confiné ayant touché Mars, directement ou indirectement, ne doit être renvoyé sur Terre. Et les examens et l'approbation de la poursuite de la mission de vol seront requis au niveau de 3 étapes avant le lancement depuis la Terre, avant de quitter Mars pour revenir sur Terre et avant l'engagement favorable de la rentrée sur Terre. Et il y a effectivement, pour des échantillons non stérilisés, tout un programme de détection de vie et de tests de risques biologiques. Alors, je voulais finir en vous disant rapidement, pour ce qui concerne quand même les mondes glacés, parce que le panel s'est penché sur la question des satellites de glace autour des planètes géantes gazeuses Jupiter et Saturne,
où vous voyez ici leur exploration par des missions spatiales comme Galileo, Cassini-Huygens et même Juno qui est actuellement sur place. Et Juno, malgré le fait qu'elle s'intéresse essentiellement à la planète, nous a fourni récemment des superbes images et des vidéos de Ganymède et d'Europe qui sont effectivement Ganymède, Callisto et Europe, des mondes potentiellement habitables qui présentent des caractéristiques effectivement pour des environnements où vous avez des océans d'eau liquide sous la surface en contact avec des silicates ou alors piégés entre deux couches de glace. Dans le cas d'Europe, c'est de l'eau chaude et salée dans cet océan. Et nous pensons qu'il y a aussi des sources d'énergie et aussi des composants organiques qui arrivent au niveau de la surface. Et dans le cas de Ganymède, on s'interroge sur la possibilité d'aller accéder à cet océan d'eau liquide sous la surface par des organiques qui seraient déposés au niveau de la surface, effectivement, et jusqu'à l'intérieur de ces satellites qui est protégé par un champ magnétique induit par interaction entre la magnétosphère jovienne et une couche conductrice. Et on pense que c'est ça la démonstration de la présence de l'océan d'eau liquide. Alors, ça ne vous a pas échappé qu'il y a une mission qui est partie l'année dernière, au mois d'avril, la mission JUICE, avec toute une série d'instruments à bord qui vont étudier donc effectivement Ganymède et faire aussi 2 survols d'Europe que vous voyez ici, avec effectivement le plan de l'objectif d'étudier la possibilité et le potentiel astrobiologique de ces corps autour des planètes géantes. Et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer le passage de JUICE à côté de la Terre et de la Lune, premier survol combiné du système Terre-Lune en août 2024. Et ici, c'est des images prises par la caméra Janus. Tout ça avant une insertion en orbite autour de Ganymède vers 2034 et un impact à la fin sur Ganymède. Alors, on va étudier effectivement l'océan d'eau liquide sur Ganymède et Europe. Pour ce faire, on est effectivement en remote, mais par la suite, on s'écrase sur la planète. Et aussi, au passage, on passe par Mars et Vénus. Et donc, il a fallu s'assurer que les conditions sont assemblées pour un cas d'impact sur Mars, qui doit être, la probabilité doit être inférieure à 10 puissance moins 4, et aussi une collision avec Europe lors des survols. Là aussi, il faudrait effectivement s'assurer que ceci ne va pas contaminer le satellite. Et on a démontré que la probabilité est moins qu'effectivement 10 puissance moins 4. Donc, nous sommes en catégorie 3. Mais pour ce qui est de Ganymède, comme il y a une épaisse couche de glace qui protège l'océan d'eau liquide, on pense que on peut rester en catégorie 2 avec effectivement pas vraiment des conditions strictes qui empêchent le vaisseau spatial de se poser sur ce satellite, je devrais dire plutôt s'écraser. Vous voyez ici quand même qu'il y a eu toutes les mesures de protection planétaire avec l'échantillonnage de la biomasse. Tous les rapports nécessaires ont été examinés et approuvés par le responsable de la protection planétaire et le contrôle qualité de l'ESA à toutes les étapes. Et tous les sous-systèmes du vaisseau spatial sont opérationnels après le lancement. Il n'y a aucune mise à jour de la documentation préalable au lancement qui soit nécessaire. Et la charge biologique a été échantillonnée pendant toutes les principales étapes d'assemblage. Alors, il y a aussi la mission Europa Clipper. Cette mission-là a une catégorie de protection planétaire supérieure puisqu'elle s'approche plusieurs fois lors des survols du satellite Europe où l'océan d'eau liquide est beaucoup plus proche de la surface et qu'on ne cherche pas vraiment à le contaminer. Donc pour Europa Clipper, il y a un contrôle de la charge biologique beaucoup plus strict du vaisseau spatial avant le lancement et il y a une évaluation continuelle de la stérilisation pendant le vol
puisqu'il se trouve en catégorie 3, alors que la mission Juno, qui est un orbitaire dans le système de Jupiter, était en catégorie 2, et je vous ai parlé de JUICE. Voilà, par la suite, il y a effectivement de nouvelles missions, comme par exemple celle sur Titan hein, à l'avenir, où il y a Dragonfly, où on a fait aussi là des estimations et des évaluations de la catégorisation, qui reste donc en catégorie 2, parce que l'eau liquide dans le cas de Titan est aussi enfouie sous une couche de glace. Mais à l'avenir, il faudra effectivement garder un œil sur toutes ces missions spatiales et surtout sur les atterrisseurs qui sont prévus, que ce soit pour les satellites de glace de Jupiter ou les satellites de glace de Saturne et même au-delà. Donc, Hervé, je vais m'arrêter là parce qu'il reste 10 minutes. Et s'il y a des questions, je suis heureuse de répondre. Eh bien, merci beaucoup Athéna, hein. C'était, super intéressant et je trouve que ça a très bien montré voilà, c'est un peu une niche, la protection planétaire. Alors peut-être beaucoup de gens en ont déjà entendu parler, mais tu as réussi à bien clarifier un peu les choses pour tout le monde. Les gens qui en avaient jamais entendu parler et puis les gens qui connaissaient un peu, mais voilà, ça fait jamais de mal d'avoir, un rafraîchissement de mémoire. Bah, voilà, bah, je vois, bah, Adrienne, si tu veux poser ta question, tu peux prendre la parole, ou sinon je la lis, c'est comme tu veux. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Excusez-moi, je suis en pas protection planétaire, mais protection antimicrobienne. Je suis un peu malade. Mais d'abord, merci pour cette présentation. Et les questions que je voulais poser, c'est pour les jeunes chercheurs ou les plus expérimentés qui veulent être plus impliqués dans ce domaine. Comment est-ce qu'ils peuvent être plus actifs au niveau de la France, au niveau européen et à l'international, et comment ça être plus actif dans ce domaine? Ah oui, ça me fait très plaisir cette question parce que nous sommes absolument à la recherche de manpower ou de woman power parce que la protection planétaire, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'essor actuellement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus que la NASA et l'ESA hein, qui jouent dans la cour des grands. Il y a plein d'autres agences spatiales qui s'y mettent pour envoyer des missions vers tous ces endroits qu'on appelle potentiellement habitables. Et pour donc le travail qui est associé à cette activité, euh, le mieux, c'est d'effectivement participer à nos réunions parce qu'on fait donc ces réunions qui sont en grande partie ouvertes au public pour écouter ce que sont les programmes des agences spatiales qui présentent donc tout ça pendant nos réunions. Et par la suite, j'ai plusieurs jeunes personnes qui sont impliquées donc via le COSPAR, que ce soit en loi du spatial. Donc là, il faut faire un petit peu des études qui sont orientées de ce côté-là, mais toute expertise en contamination biologique, microbiologique, comme c'est votre cas, ou autre, nous est absolument précieuse. Pour boucler, vous rappelez, j'ai parlé de toutes les lacunes de connaissances que nous avons encore, que ce soit pour les missions martiennes ou pour les autres. Et si je peux juste demander Oui. aussi, alors si les gens veulent faire partie éventuellement d'une des comités du COSPAR, comment est-ce que ces personnes sont sélectionnées, par exemple? Alors, ces personnes, les agences spatiales, c'est elles qui nous envoient leurs responsables, leurs représentants. D'accord? C'est elles qui décident et le responsable, c'est en général l'officier de la protection planétaire de l'agence spatiale. Pour ce qui est des experts, là, effectivement, ça peut changer, ça évolue parce que nous recrutons des personnes qui ont une expertise particulière concernant la protection planétaire et dès qu'il y a une personne qui quitte le panel, il y a un poste qui s'ouvre et cette personne, elle est nommée par le bureau du COSPAR. Merci beaucoup. De rien. Merci Adrienne. Je vois que Louis dans de cours. Ah, salut Louis. Bonjour. Question, est-ce que tu veux la poser?
Oui, je veux bien. Bonjour, Oui, Athéna, merci pour ce oui, séminaire. Je voudrais juste, je suis quand même un petit peu surpris parce que les entreprises privées, en particulier Elon Musk, prétend aller sur Mars avec des humains en mhm, 2020, en 2028, même si oui, c'est probablement exagéré. ouais, En quoi ces entreprises privées vont-elles respecter la protection planétaire dans les mhm, deux sens, c'est-à-dire vers mhm, Mars et puis retour vers la Terre? Ça me paraît mhm. quand même un peu illusoire. Alors, j'ai souvent cette question et je profite pour répondre aussi à l'autre question qui est de Yves Monnier. Ils peuvent râler, ils peuvent ne pas être contents, mais j'ai été très surprise moi-même de vous dire qu'ils sont venus, qu'ils se sont mis autour de la table lors de nos réunions et qui sont très avides de connaître où est-ce que nous en sommes, de partager en fait les connaissances des agences spatiales comme la NASA et l'ESA en termes de protection planétaire, parce que notamment par exemple Blue Origin, c'est Yves Squires, si vous connaissez, c'est un collègue, hein. Donc, c'est des gens qui ne tiennent pas absolument à contaminer les endroits où ils vont, hein. Ça leur permet aussi de développer des technologies, donc ils voient aussi un intérêt pécunier. Et ils viennent, ils nous présentent leur programme et ils appliquent. Ils ont notamment, par exemple, SpaceX et Blue Origin, ils peuvent râler, mais ils ont un office de protection planétaire avec un officier de protection planétaire qui vient nous parler et qui applique les mesures. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très important et il y a des entreprises nouvelles qui se créent qui proposent de nouvelles technologies de protection planétaire. Ça intéresse donc aussi l'industrie. Après, quand est-ce que Elon Musk veut poser son million d'humains sur Mars? Moi, je prends le pari que c'est pas pour tout de suite, hein. Et si j'ai bien compris ce que tu expliquais, ils peuvent rien faire sans, un feu vert, de l'administration, des États-Unis? La Il faut FAA, la Ouais. Federal Aviation Administration, est en fait, j'ai appris, c'est pas la NASA qui donne les OK, mais dès qu'il y a quelque chose qui vole du sol américain, eh ben, il faut que la FAA donne le feu vert. C'est eux qui vérifient tous les rapports de la protection planétaire. Et si eux, ils sont pas d'accord, que ce soit Elon Musk ou n'importe qui d'autre, ils n'ont pas le feu vert pour lancer. Alors, il s'est trouvé que par le passé, et je parle il y a 5-10 ans à peu près, c'était pas très, très, très fortement appliqué parce que les gens ne regardent pas la protection planétaire de si près. Maintenant, comme il y a toutes les autres agences spatiales qui font des missions aussi que vous avez vues tout à l'heure, hein, toutes les agences spatiales que j'ai dans le panel, ils sont quand même un petit peu plus regardants. Je trouvais un cas avec une mission Bereshit, par exemple, qui était partie s'écraser sur la Lune avec des tardigrades à bord. Et la NASA et la FAA n'étaient pas au courant parce qu'ils n'avaient pas bien regardé le rapport. Et ben, une petite lettre ou deux plus tard, et ben maintenant ils regardent de plus près ces rapports. Et je ne dis pas que tout est résolu, je ne dis pas que tout le monde suit tout à la perfection, mais je dis que ça nous aide beaucoup que les gens maintenant soient plus cognizants, comme on dit, de ce que c'est la protection planétaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, levez la main, écrivez dans le chat. Alors j'ai mis aussi, attends, je ne sais plus comment faire. Attends. J'ai fait un petit rappel parce que je ne sais pas si tu le vois. Oui, oui. Il y a un petit. Je fais un petit rappel sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Je vais y arriver. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas faire. Par exemple, on ne s'occupe pas des débris. Souvent, on dit, ah, les débris, etc., ça nous embête. Qu'est-ce que vous faites en protection planétaire? Ben, on ne fait rien parce que ça ne nous concerne pas, nous. Ni la pollution lumineuse, ni le mining, les ISRU, les ressources qu'on veut exploiter sur la Lune, sur les astéroïdes ou les autres objets. Alors, ça, c'est ce qu'on fait nous. Euh, on est à la recherche d'idées, d'inputs,
de la communauté sur peut-être des ateliers ou des meetings de protection planétaire, où la protection planétaire peut venir s'associer pour, voilà, pour échanger. Et donc, si vous avez des idées, s'il y a un nouveau projet, il faut nous en parler dès le départ, parce que la protection planétaire, en fait, elle évolue. Alors, je ne sais pas si je peux revenir pour vous montrer. Voilà, ça, c'est la nouvelle protection planétaire réécrite et avec une édition qu'on a sortie là en juillet 2024. Et ce texte-là se trouve sur notre site web et vous trouvez toutes les catégories et toutes les choses que vous pouvez avoir besoin de connaître pour un projet. Et donc, vous voyez que cette politique du COSPAR évolue, comme je le disais au début, en fonction de nouvelles connaissances scientifiques. Et donc, ça peut évoluer encore à l'avenir. Là, on est en train de regarder en gros les Icy Worlds, dans lesquels on a inclus les satellites de glace, mais aussi d'autres objets qui pouvaient potentiellement avoir de l'eau. Et on va appliquer une nouvelle politique de protection planétaire qui va faire aller, hein, comme tu disais tout à l'heure, Louis, parce que ça va être plus strict pour leur exploration. Hein, s'il n'y a pas de questions, moi j'en avais une. Est-ce que justement, les règles proposées par le COSPAR, est-ce qu'elles sont bien en phase avec ce que pourraient aussi proposer les agences indépendamment? Parce que le COSPAR n'a pas de juridiction formelle sur les agences. Le Non, trait- l'espace a un code de bonne conduite, d'entente. Et donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'en gros, si vous dites c'est tel niveau au niveau du COSPAR de décontamination, telle règle, est-ce que la NASA ou l'ESA vont pas dire ah ben non, nous on pense que c'est plus raisonnable, voilà. Est-ce que en général il y a un consensus ou est-ce qu'il peut y avoir des points d'achoppement et de débat? écoute, il y a eu un débat, comme je le disais, par exemple, pour la Lune, parce que les Américains voulaient qu'on relaxe tout et qu'ils aient besoin de rien faire, notamment dans le cadre de la mission Artemis, hein, qu'ils planifient, hein, ça les aurait bien arrangés. Les Chinois, au contraire, de l'autre côté, me disaient non, non, nous, on veut rien qui change, on veut que ça reste quand même comme c'est maintenant, avec des obligations de signaler, de faire des rapports dans tous les sens. Et il a fallu trouver un juste milieu qui satisfaisait les scientifiques et les agences. Et je peux te dire que ça n'avait rien d'évident. Mais c'est ça, tout l'enjeu, c'est qu'il y ait un respect entre les différentes personnes qui sont autour de la table. Et le fait d'avoir amené des scientifiques dans ce panel qui auparavant était uniquement composé de quelques agences spatiales, des représentants, et qui opérait un petit peu en black box, je dirais, dans le sens où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'informations, fait que ce consensus se trouve aujourd'hui, je pense, beaucoup plus facilement que ça aurait pu se trouver auparavant. Ok, merci. Alors, il reste un petit peu de temps. S'il y a encore une ou deux questions. Euh, juste pour dire que la prochaine, alors attends, je crois que j'avais un slide. La prochaine assemblée générale est en 2026 à Florence. Et là, il va y avoir plein de sessions, comme on a fait cette année à Busan, sur la protection planétaire. Mais entre-temps, il y aura bien entendu, on est à un rythme de 2 ou 3 meetings dans l'année. Et il y aura effectivement d'autres meetings que nous allons annoncer sur notre site web, où les personnes qui sont intéressées pourront se connecter à distance ou venir sur place. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai Donc, été trop claire. c'est pas le cas.
Non, non, c'était pas trop, c'était très clair, donc c'est très bien. Merci, merci. Mais n'hésitez pas, ceux qui sont là en ligne, de regarder le site du panel parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qu'on y place régulièrement et tous les articles que j'ai mentionnés, les publications y sont. Et n'hésitez pas à contacter n'importe qui du panel si vous avez des questions ou d'autres intérêts. Et puis de toute façon, la vidéo du webinaire sera aussi en ligne, donc Ouais. il y aura aussi beaucoup plus de personnes qui seront touchées par ton message. Je te remercie à nouveau, Athéna. Merci d'avoir pris le Merci à vous temps. Je tous. sais en plus que tu as beaucoup. Voilà, ta charrette est très chargée, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de protection planétaire. C'était vraiment quelque chose qui, je pense, manquait dans le panel de tout ce qu'on avait couvert dans les derniers webinaires de la SFE. Donc, il n'y a encore rien de programmé formellement pour la suite. Mais bien sûr, on informera tout le monde via le site, via la newsletter de la SFE, du prochain webinaire qu'on vous proposera sans doute d'ici la fin de l'année civile. Voilà. Ben, merci encore à toi, Athéna, Merci à la SFE pour cette opportunité. mais il n'y a pas de quoi. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.